Bien, bonjour, chers amis d'abord qui nous écoutez. Merci et bonjour. Je salue mon cher ami Alain Juillet, que je suis extrêmement heureux d'accueillir dans cette interview aujourd'hui, ce vidéo de Macaya Live, qui sera le 13 ou 14e vidéo qu'on fait en une année, ce qui n'est pas si mal. Et je remercie au passage Salomé, qui est notre opératrice et déléguée de Macaya pour cette opération. Voilà, cher Alain, évidemment, je ne vais pas vous présenter. Je suis, vous le savez, toujours très honoré de vous avoir parmi nous dans les membres d'honneur de notre club O2A et d'avoir aujourd'hui la chance de pouvoir vous dire quelques mots en avant-première un peu de cette conférence que vous allez donner à Rochefort la semaine du 17, enfin le 17 d'ailleurs. Et donc, je ne ferai pas les présentations, on vous connaît comme étant l'ancien directeur des GSE, etc. Enfin, je ne vais pas développer. Et ensuite de ça, sur ce thème, cet bouleversement mondial, évidemment, qui nous concerne tous, et sur la thématique que vous avez choisie pour là-bas, c'est risques et opportunités pour la France. Moi, je voudrais cantonner notre interview, bien sûr, qui sera bref, en quelques questions, sur l'incidence, évidemment, de tout cela sur l'Afrique, et sur la vie en Afrique. Alors évidemment, à O2A, nous défendons l'autonomie de l'Afrique, vous le savez, l'Afrique aux Africains. Et dans ce contexte particulier de Russie-Ukraine, de Israël-Palestine, etc., l'Afrique, avec ses propres instabilités économiques et de gouvernance, évidemment, aura encore plus de difficultés peut-être à ressurgir. Voilà. Alors il y a des perspectives économiques qui ne sont pas très mauvaises sur l'Afrique malgré tout, et je voulais vous entendre sur ça pour dire voilà maintenant comment peut-on appréhender dans ce contexte-là l'avenir africain et les perspectives évidemment non seulement politiques mais également économiques en faveur des populations. C'est quand même le but du jeu. Et comment la France va s'y retrouver là-dedans, maintenant que nous avons un gouvernement. Nous n'attendons plus que le ministre des Affaires étrangères. Et voilà, à moins que M. Barnier cumule les deux postes, ce qui n'est pas impossible, il saurait le faire. Voilà. Donc, quel est votre point de vue, extrêmement résumé, de voir quelle est l'incidence de cette situation internationale par rapport à ce que l'on peut espérer de l'Afrique? D'abord, je crois, comme on vient de le dire, hein, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent. C'est un continent qui se morcelle en plusieurs parties. Ce n'est pas un continent homogène et unique, hein, il ne faut pas l'oublier, on est bien d'accord là-dessus. Bon, et qui est l'objet aujourd'hui de l'intérêt de beaucoup de gens, beaucoup de pays, hein, parce que ça représente un potentiel de développement considérable pour les années à venir, hein, non seulement par sa démographie, qui est actuellement c'est le record du monde, hein, c'est la plus forte dans le monde, mais également par les potentiels économiques qu'on voit apparaître un peu partout. Alors, ce qu'on constate, c'est que il y a dans les blocs, si on parle des blocs, si on peut dire, la Chine continue à s'intéresser à l'Afrique. La preuve, elle vient de faire un séminaire, un forum très important où les Chinois ont promis 4 milliards d'aide aux Africains, contrairement d'ailleurs à ce qu'on disait. On disait les Chinois avec leurs difficultés économiques vont laisser tomber l'Afrique. Pas du tout. Ils la laissent pas tomber, bien au contraire. Bon, on a les BRICS où il y a bien sûr la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a plein d'autres pays, comme vous savez. Et là-dedans, il y a un pays africain qui est l'Éthiopie, qui rentre maintenant. On va le voir au mois d'octobre à la réunion des BRICS. Et ce qui veut dire que l'Afrique, déjà par un pays, mais il y en a d'autres qui sont demandeurs pour rentrer, sont en train de s'intégrer dans ce nouveau bloc, en définitive, très important, puisque on va voir en octobre que les BRICS représentent plus que le G7, hein, que les Occidentaux. Donc il faut pas l'oublier, hein. Bon. Et puis, vous avez les Occidentaux, donc on a d'une part les Américains, qui ont tendance à se replier de l'Afrique, il faut dire la vérité, hein, parce que ils étaient en Afrique essentiellement pour exploiter les énergies, et en particulier le pétrole, mais à partir du moment où ils sont autosuffisants, et même plus, ils font de la surproduction en gaz et en pétrole de schiste, ils en vendent et n'ont plus besoin donc de l'Afrique. Donc ils sont en train de se désintéresser de l'Afrique. Et puis il y a l'Europe, où l'Europe, le moins qu'on puisse dire, c'est que on est un peu mou sur la situation africaine, on n'est pas très clair. Alors, et j'en arrive à la France. La France, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a laissé tomber l'Afrique. Il faut dire la vérité. En 3 présidents de la République successifs, on a perdu l'Afrique. Hein, ça, c'est une réalité. Bon, on peut approuver ou pas, c'est autre chose. Mais et donc maintenant, le problème, et c'est ça qui est important.
sachant que c'est un continent en plein développement, enfin une partie en tout cas de ce continent est en plein développement, sachant que les choses bougent, sachant que les équilibres changent aussi en Afrique parce qu'on voit des groupes de pays s'allier, vouloir créer je dirais des systèmes différents, des systèmes classiques que l'on a connus. On voit on voit enfin la partie francophone, le franc CFA qui est attaqué. On voit beaucoup de choses qui se passent. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je crois que personnellement, et c'est ce que je vais dire moi à ma conférence donc à La Rochelle, moi, je crois que la France a une vraie possibilité. Pas à La Rochelle, hein, c'est à Rochefort. Ouais, Rochefort, pardon, voilà, excusez-moi. Si vous allez à La Rochelle, il y aura personne. Non, pas La Rochelle, je vais m'arrêter à La Rochelle avant, Voilà. mais ça c'est autre chose. Je sais, oui. Ouais. Oui, à Rochefort, ce que je veux dire, moi, c'est que la France a de vraies possibilités en Afrique. Elle a une première possibilité, un avantage, je dirais, concurrentiel par rapport à tous les autres, c'est que une grande partie de l'Afrique parle français. Et que le français, c'est la langue de communication entre les différentes langues, les différents locales, hein, le français est la langue. Donc la francophonie est un véritable avantage, mais à condition de l'utiliser comme un avantage et non pas comme un moyen colonial de dominer les gens. Hein, c'est ça qui est très important. Donc, on a un avantage, c'est la francophonie. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'on fasse une révision fondamentale de notre comportement, et c'est pas à vous que je vais le dire parce que dans le club, Dieu sait si on en parle et on échange avec nos amis africains là-dessus. Hein. Il est évident que il faut qu'on comprenne que l'Afrique, ce sont des pays majeurs. Les pays d'Afrique sont des pays majeurs, riches ou pauvres, mais ce sont des pays majeurs, avec des élites qui sont de plus en plus qualifiées parce qu'elles ont fait de bonnes études, et pas en France, mais beaucoup ont été aux États-Unis, en Angleterre, à Singapour, en Chine ou ailleurs. Ils ont fait d'excellentes études, hein, ils sont très qualifiés, et ces gens-là, ben, il faut leur parler d'égal à égal, et il faut raisonner avec eux d'égal à égal. Et moi, je crois que le jour où on pourra le faire, on pourra reprendre des positions intéressantes. Alors, il y a deux aspects, il y a l'aspect politique et il y a l'aspect industriel. Bon, je suis plus inquiet sur le plan politique parce que je pense que la plupart de nos politiques n'ont toujours pas compris que l'Afrique est un continent à part entière avec des gens qui ont une vraie valeur et qu'il faut discuter avec eux normalement. Là, on a encore dans le monde politique une vision de l'Afrique est une vision complètement passéiste. Ils ont 30 ans, 40 ans de retard par rapport à la réalité. Par contre, chez les industriels, on voit, lorsqu'on va en Afrique, y compris dans les pays où on a des difficultés, on voit que ça se passe très bien. À partir du moment où on arrive avec des choses sérieuses, des propositions sérieuses. Hein. Mais alors, on a derrière un dernier problème, c'est les financements. Parce que la France s'est très mal placée avec le départ des banques françaises de l'Afrique. La France est très mal placée en Afrique sur le plan financier et on est obligé de passer par des financements extérieurs. Je pense en particulier au Maroc ou à d'autres qui ont, eux, par contre, développé des réseaux bancaires et des réseaux de prêts très importants, des réseaux d'investissement très importants sur l'Afrique. Donc voilà, moi je suis optimiste à condition qu'on change le logiciel qui est le nôtre. Je crois, je n'en attendais pas moins de vous. Je vois ce résumé, ce noyau dur que vous avez expliqué dans les comportements qui est très important. Vous avez cité également le nom du Maroc, je ne voulais pas que ça nous échappe, parce que le Maroc joue un rôle intéressant pour faciliter l'amenée de Europe-France vers l'Afrique. Je veux relever effectivement ce que vous avez dit au début, qui est juste, c'est cette arrogance d'un côté qui est maladroite, ça nous sommes bien d'accord, mais je ne voudrais pas non plus, il faut y faire attention, parce que c'est souvent comme ça que c'est interprété, notamment par les Africains, que les Français ou les Européens, ou même les autres, hein, après tout, ils n'y voient que leur intérêt personnel. Ce qu'il faut voir, c'est quand même d'étudier ces partenariats, comme vous l'avez dit à la fin de votre exposé, dans un cadre bénéfique aux Africains d'abord, avant de penser à nous à se refaire la cerise, comme on dit vulgairement, sur le dos des Africains. Ce n'est pas le but. Voilà. Mais là-dessus, c'est ça qu'il faut bien faire passer comme message
pour arriver à être pris au sérieux, je dirais. Et j'ai vu, vous l'avez peut-être vu comme moi, le nouveau président du Sénégal, par exemple, dont on avait dit, lui, venant de son parcours, qu'il allait changer probablement pas mal de choses dans les comportements. Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il ne ferme pas la porte à l'Europe, et encore moins à la France, pour essayer de voir comment coïncider, comment partenariser de manière saine et efficace. Seulement, c'est du donnant-donnant et du partenariat d'égal à égal. Et c'est ça. La clé du futur, c'est de comprendre qu'on est dans l'égal à égal et dans le partenariat. Ça, c'est clair. Alors, l'autre question que je voulais aborder, évidemment, dans ce cadre-là, puisque vous avez dit l'essentiel sur ce que j'attendais de vous, d'ailleurs, dans ce sujet-là, c'est la question du comportement aussi politique. Vous l'avez évoqué, ça ne nous regarde pas, mais néanmoins, quand même, les populations sont là, sont tributaires de ces situations dont la démocratie est mise à mal, on va dire, dont les gouvernances ne sont pas forcément correctes, dont les situations de juntes militaires, de putsch militaires qui n'en finissent pas, par des positionnements dits de transition, mais qui finalement ne sortent pas du truc. Je vois le cas de la Guinée-Conakry, j'avais encore des informations hier, on me dit on n'en sort pas, il n'y aura pas d'élection, ça continue à pourrir. Et la vie des gens, des Guinéens, est insupportable aujourd'hui. Donc est-ce que cette démocratie loupée va encore entraîner une difficulté dans la reprise économique, dans les problèmes de sécurité intérieure d'une part, dans le rôle aussi vous l'avez dit, aussi des régions, enfin des régions, oui, des régions qui sont en fonctionnement. La CEDEAO est mise à mal aujourd'hui par les opérations qui se passent en Mali, Burkina, Niger, pour créer cette espèce d'AES là qui est marginale par rapport à la CEDEAO. Enfin, tout ça est compromettant, à la fois pour les populations, c'est ça, et surtout pour le développement économique, donc des gens. Voilà, oui, mais alors, si vous voulez... Est-ce qu'on peut encore garder un espoir là-dessus? Oui, mais là, je pense qu'il y a derrière cette situation, il y a une chose dont il faut qu'on prenne conscience. C'est que la démocratie à l'occidentale, à l'européenne, ne marche pas en Afrique. D'accord. La vérité, elle est là. Nous l'avons imposé par la force, quand on était dans nos territoires coloniaux, on l'a imposé par la force et on a pensé que parce que c'était nos valeurs, elles étaient universelles. Bon, la réalité il faut reconnaître aujourd'hui qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas. La démocratie à l'européenne, elle ne marche qu'en Europe. D'ailleurs, la démocratie américaine n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie européenne. Et la démocratie européenne, elle ne marche pas en Afrique parce que l'Afrique a un certain nombre de caractéristiques culturelles et historiques qui font que ça passe pas. Donc le vrai problème, c'est est-il possible en Afrique de construire des démocraties adaptées, qui soient des démocraties africaines, des démocraties culturelles africaines, qui tiennent compte des caractères particuliers, des problèmes des tribus, des clans, enfin de beaucoup de choses qui sont spécifiques à l'Afrique et que nous n'avons pas en Europe. Alors ça, c'est le grand problème actuel. Et je crois qu'il faut faire très attention quand on juge ce qui se passe. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans un refus en disant « ce sont des dictatures parce qu'ils ne sont pas comme nous ». Non. En réalité, nous sommes dans une phase de transition qui ne doit pas être trop longue, bien entendu, mais nous sommes dans des phases de transition dans lesquelles il faut absolument que dans tous ces pays-là, eh bien, on construise une démocratie adaptée aux caractéristiques de ces pays-là qui ne sont pas les mêmes que nous. Et donc, il faut cesser de vouloir imposer notre système, si vous voulez. Voilà. Donc ça, mais si, voilà. Et donc, je pense que là, on peut arriver progressivement, mais il faut du temps. Mais on peut arriver. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'un certain nombre de grands pays, si vous regardez le Nigeria, si vous regardez le Congo, il y a un certain nombre de grands pays dans lesquels on est rentré dans une forme de démocratie différente de la nôtre, c'est vrai, mais qui fonctionne. Le Ghana, ça fonctionne. C'est ce que j'allais dire. L'Afrique du Sud, même à certains égards. Mais exactement. Et oui. Et donc, on a donc. Alors, pourquoi ne se dire que ça ne peut pas marcher? Non. Dans les autres pays, on y arrivera aussi. Et donc, au contraire, nous, au lieu de critiquer systématiquement en disant ils ont tort parce qu'ils sont pas comme nous, on devrait leur dire attention, vous êtes dans une phase intermédiaire, mais pensez que l'avenir, il est là. Bien donc sûr. Oui, encourageons-les à sortir des transitions, mais non pas pour faire une démocratie à l'occidentale, mais pour faire un système adapté aux spécificités africaines. Absolument.
y compris celle de l'assainissement un peu des gouvernances en termes de corruption, etc. Mais Où là, bien entendu. il faut... Et alors, je crois que l'exemple du Sénégal n'est pas mauvais parce que j'ai comme l'impression que le président de MiFi va vraiment mettre de côté un certain nombre de choses qui étaient mal vécues par les régimes précédents et je crois que ça peut amener un plus, etc. Voilà. Mais je suis d'accord, avec vous parce que Ouais. nous-mêmes, quand on regardait, le Sénégal est un bon exemple parce que c'est un pays qui a été très proche de nous à une époque, qui a évolué. Et on l'a vu avec Macky Sall et les autres. Ça a vraiment évolué. Ouad, Macky Sall, ça a évolué. Et maintenant, ils sont en train effectivement d'arriver à un système encore un peu différent, mais en définitive, où on voit que l'intérêt du Sénégal, il est bien respecté. Absolument. Très bien. Bon, mais écoutez, merci. Je pense qu'il faudrait aussi qu'ils prennent conscience, pour terminer là-dessus, de l'importance, comme on l'a dit, non seulement des organismes régionaux, mais également peut-être aussi de l'Union africaine, hein, parce que l'Union africaine, elle est un peu trimballée, si l'on peut dire, pendant différentes raisons là-bas, bref, y compris pour la gestion du secteur privé au plan économique, c'est important aussi d'organiser tout ça, et voilà, il y a du boulot. Mais enfin bon, écoutez, Alain, merci de ce petit moment, je n'attendais pas moins de vous, je savais très bien qu'on allait se retrouver sur l'essentiel, j'espère que ce sujet sera mis sur la table aussi, bien sûr, lors de la réunion de Rochefort, mais je voulais faire cette parenthèse africaine avec vous, qui est vraiment magnifique, et voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un bon et on se retrouve très vite à Rochefort avec les amis de l'IHEDN et des conseillers du commerce extérieur. Voilà, merci Alain, ciao. Au revoir et merci. Merci, au revoir. Salomé vous salue également, ciao.